À vous. Donc oui, je m'appelle Lorraine. Je suis étudiante à Bruxelles en Master 2. Donc cet été, je finis normalement mes études. Ensuite, je commence ma vie active au Luxembourg normalement. Et voilà, je vais vous expliquer un peu les parties admission et autorisation de construire avec le PAG et le PAP. Et ensuite, on va un peu naviguer sur le géoportal où vous pouvez trouver le PAP et sur les sites de vos communes, chacune respective, vous pouvez aussi trouver le PAP complet et le PAG aussi. Donc, je vais commencer la présentation. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, oui, ok, d'accord. Donc, l'architecte et l'urbanisme n'ont rien à voir, n'ont pas grand-chose à voir en commun. L'architecte, c'est l'art de bâtir, l'architecture, et l'urbanisme, c'est l'art de construire et d'aménager les ensembles urbains. Donc, l'architecte, il va construire des maisons et l'urbanisme, il va construire tout ce qu'il y a autour des maisons, donc le quartier, les rues, etc. Ok, non. Donc, l'architecte a comme mission complète de réaliser, de concevoir les projets d'architecture et de après passer à la phase réalisation avec les suivis travaux et jusqu'à la réception des clés au maître d'ouvrage. Donc, tout ce qui est autorisation de construire, on va en discuter aujourd'hui. Donc, le PAP et le PHD se trouvent dans cette troisième phase. Comme aménagement du territoire au Luxembourg, on a deux types d'aménagement. Donc, on a l'aménagement du territoire, donc tout ce qui est national à grande échelle. On a l'aménagement communal et développement urbain, donc tout ce qui est communal, tout ce qui est pour les 102 communes du Luxembourg. Dans l'aménagement du territoire, on a le programme directeur et les plans sectoriels. Donc, tout ça, ça met en place l'État du Luxembourg pour tout le Luxembourg. Et ensuite, on a les plans d'aménagement général, donc le PAG et le PAP, encore plus précisément pour chaque commune. Et ce qui mène à l'autorisation de bâtir un projet. Donc, voici les instruments pour tout ce qui est communal. Donc, comme j'ai dit, on a le PAG, le PAP et on a aussi les règlements sur les bâtisses, voiries publiques et les sites. Donc, on passe vraiment d'une échelle L à une échelle S. Donc, on va vraiment zoomer à chaque étape. Donc, l'objectif d'un PAG, c'est de harmoniser le quartier, la commune, avec une bonne répartition et une implantation judicieuse des activités. Pour ça, le PAG définit l'utilisation des sols. Donc, qu'est-ce qu'il y aura sur les sols de la commune? Le PAG, il recouvre donc toute la partie de la commune et le PAG est établi par la commune au moyen d'une étude préparatoire. Donc, on va analyser tout ce qui est national, tout ce que l'État veut avoir dans cette commune. Donc, on va faire des études et on va définir qu'est-ce qu'il faut avoir dans ce quartier. Donc, c'est une procédure d'adaptation avec une enquête publique. Et on a une partie graphique et on a une partie écrite du PAG qui se complètent réciproquement. Et oui, donc le PAG peut que être établi par le bourgmestre et ses échevins. Donc, il n'y a que eux qui peuvent modifier le PAG. Donc, voici un exemple d'un PAG. Ici, j'ai pris la commune de Bertrange. Donc, on voit toute la commune, bien sûr, avec différentes couleurs. Ça, je vais vous expliquer par la suite. Différentes zones. Et voilà. Ici, vous voyez normalement le 1, 2, 3. Donc, ici, c'est le PAG général. Mais après, vous trouverez aussi des PAG 1, 2, 3. Donc, ça, c'est des zooms
sur ces zones-là. Donc ici, vous avez le maître d'ouvrage, donc c'est la commune de Bertrange, l'échelle ici, l'orientation, qui l'a fait, donc les bureaux d'études et les différentes zones que je vais vous expliquer par la suite. Donc le PAG divise le territoire communal en zones. Donc on a la zone urbanisée et destinée à être urbanisée et les zones destinées à être libres. Donc ici, on pourra construire sur ces zones-là et ici, on ne pourra pas construire. Et on a le mode d'utilisation des zones. Donc sur ces zones où on pourra construire, on pourra voir sur le PAG quel type de construction on pourra y mettre. Donc il y a habitation, mixte, activité économique et plein d'autres zones. Et ici, sur les zones où on ne pourra pas construire, on pourra quand même aller vérifier dans le PAG écrit quel type de zone verte on peut avoir, donc forêt, parc, etc. Donc, je vous ai dit que le PAG se divise en zones. Il y a 3 types de zones. La première zone, c'est la zone de base, les zones de base. Donc ça précise les fonctions. Donc, habitation. Donc, on a des zones d'habitation, des zones mixtes, des zones d'activité et zones militaires, d'aérodromes et plein d'autres zones, donc gares ferroviaires. Et on a les zones vertes, ici, où vous pouvez voir les zones vertes. Donc ici, on a le tableau des zones urbanisées qui peuvent être construites et les zones qui doivent rester libres. Le deuxième type de zone, c'est les zones superposées. Donc, les zones superposées sont des zones où il y aura par la suite un PAP du nouveau quartier. Je vais vous expliquer ça. Donc, suite à l'analyse de la situation existante, la commune va donc voir sur cette zone si le quartier il est assez dense. Donc, s'il est assez dense, ils vont le laisser comme il est. Donc, le quartier va rester tel quel. Mais si le quartier n'est pas assez dense, s'il manque des utilisations, donc des habitations, des commerces, ils vont remodifier le quartier et ça va mener à un nouveau quartier. Donc, le nouveau quartier va être dirigé par un schéma directeur. Donc, si le quartier il est bon, ils vont le laisser. Et s'il n'y a pas assez dans le quartier, ils vont créer un nouveau quartier. Donc, il y aura une extension. Cette extension est soumise donc à un PAP nouveau quartier et les quartiers existants sont un PAP quartier existant. Donc, tout reste dans les quartiers existants puisque tout est viabilisé. Et dans les nouveaux quartiers, donc tout doit se refaire. Ils doivent recréer des routes, recréer des connexions, des systèmes électriques et des évacuations. Donc, ils refont vraiment un nouveau quartier. Et cette zone superposée de nouveaux quartiers, on les reconnaît à ce type de légende avec ce maillage avec des diagonales. Donc, voici un exemple, voilà, de zone de base avec des quartiers superposés. Donc, ici, on a les couleurs. Donc, c'est les zones de base avec les types de zones, habitation, commerce, etc. Et ici, on a les zones superposées. Donc, vous pouvez en déduire ici. Les zones superposées en ce maillage. Et ici, vous pouvez voir, donc, toutes ces zones ici sont des zones superposées qui vont être retravaillées par la suite en nouveaux quartiers. Et par déduction, vous pouvez conclure que tout le reste, ce sont des zones, ce sont des quartiers existants. Donc ça ne va pas y toucher. Donc, pour les nouveaux quartiers, vont se créer avec des coefficients, le DL, le CUS, le COS, le CSS. Donc ça, je vais aussi expliquer par la suite. Donc c'est pour
avoir une meilleure qualité de vie pour les habitants de la commune. Et pour les quartiers existants, donc là, il n'y aura pas ces coefficients parce qu'on ne va pas créer de nouveaux quartiers. Donc, on va on va voir qu'est-ce qu'il existe déjà pour bâtir à peu près la même chose, pour pas construire des tours dans un quartier du Vieux-Luxembourg, par exemple. Donc, voici une partie écrite du PAG. Donc, on a les zones, zone d'habitation 1 et les zones d'habitation 2. Ici, on peut voir les différences entre ces types de zones. Par exemple, zone d'habitation 1, c'est des maisons unifamiliales. Et les zones d'habitation 2, c'est des maisons plurifamiliales, ça veut dire des immeubles d'appartements. Ensuite, le degré d'utilisation du sol donc, est fait par ces 4 coefficients que je vous ai dit tout à l'heure. Le DL, c'est la densité du logement. Le QS, c'est le coefficient d'utilisation du sol. Le COS, c'est le coefficient d'occupation du sol. Et le CSS, c'est le coefficient de scellement du sol. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Donc, le DL, la densité de logement, c'est un rapport qui se fait entre la somme de nombre d'unités de logement sur la surface totale du terrain à bâtir brut. Ça veut dire on va prendre les logements. Donc, dans un immeuble, on va compter les logements. Il y en a 2 ici, 1, 2, plus la maison. La maison, c'est un logement, donc 3. On va diviser tout ça sur le terrain à bâtir brut, donc tout le terrain. Ici, on va avoir, par exemple, un exemple. Ici, on a pris le quartier à Sens. On a 419 logements unifamiliales et on a 84 appartements dans 5 immeubles. On va additionner les deux, ce qui fait 509 logements. Ici, on a le terrain brut, 22,15 hectares. Donc, on va prendre les logements divisés par le terrain, ce qui fait une densité de 23 logements par hectare. Ici, on a un autre logement. Donc ici, c'est des immeubles, surtout, zone habitation 2. Donc, c'est des plurifamiliales. Ici, on peut voir qu'il y a plus de logements dans ce type de zone que dans ce type de zone, ce qui est normal parce qu'il y a des immeubles d'appartements et ici, c'est plus unifamilial. Le CUS, donc le coefficient d'utilisation du sol, ça, c'est un rapport sur la somme surface construite brute de tous les niveaux sur la surface totale du terrain à bâtir brut. Ce qui veut dire qu'on va prendre chaque niveau, donc chaque mètre carré de chaque appartement et chaque maison, et on va diviser tout ça sur la surface totale du terrain aussi brut. Ça, c'est pour pour comprendre s'il y a beaucoup de logements, d'habitations, si le terrain est beaucoup construit par rapport à ce qu'il y a sur le terrain, par exemple. Oui. Ici, on va voir 2 exemples. Ici, on a donc les mètres carrés de tous les niveaux de logement, 3700 mètres carrés sur tout le terrain brut, 9300 mètres carrés. Ici, on est en zone habitation 1, donc unifamiliale, ce qui nous fait un CUS de 0,4. Ce qui n'est pas beaucoup parce qu'on a des maisons unifamiliales qui ne sont pas très hauts, donc on a un petit CUS. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de terrain libre sur cette zone étudiée. Et ici, un autre exemple sur une zone mixte. Donc, ici, on a 54 400 mètres carrés construits avec tous les étages sur 37 000 mètres carrés. Donc, ça, c'est les 37 000 mètres carrés, c'est le terrain brut qu'on a. Donc ici, on voit que le CUS est beaucoup plus élevé parce qu'on n'a pas autant de terrain que de mètres carrés, donc de tous les niveaux des appartements. Donc ici, on peut avoir un CUS très élevé et ici, très bas. Le coefficient d'occupation du sol, donc
Ça, c'est un rapport entre la somme des surfaces la somme des surfaces au sol, donc tout ce qui touche le sol construit, et sur la surface totale du terrain à bâtir net. Donc, on va soustraire les rues et on va que prendre vraiment le terrain privé. Donc, ça, c'est pour avoir un rapport combien de jardins et de terrains libres on a encore sur les terrains privés. Donc, ici, pareil, 2 exemples. Dans une zone d'habitation, habitation 1, on a près de 50 000 mètres carrés qui touchent vraiment construits, qui touchent le sol, sur presque 300 000 mètres carrés de terrain net, sans les rues donc, et ce qui nous rend un COS de 0,18. Et pour le deuxième exemple, aussi habitation 1, on a presque 17 000 mètres carrés vraiment de zones construites qui touchent le sol sur une zone nette de 43 200 mètres carrés. Et pour finir, on a le 4e coefficient de sainement du sol. Donc, il faut faire un rapport de la somme totale des surfaces scellées. Donc, les surfaces scellées, c'est tout ce qui est en vert ici. Donc, c'est la surface construite plus, par exemple, une terrasse ou une allée de garage. Donc, tout ce qui est bétonné, tout ce où l'eau ne peut pas rentrer, où vraiment il y a une imperméabilisation du sol. Donc, la surface du sol scellée sur la surface totale du terrain à bâtir net. Donc aussi que le terrain privé sans les rues. Et ici, ça c'est pour avoir un rapport, pour avoir s'il pleut, s'il y a une bonne évacuation des eaux, parce que dans un quartier, il ne faut pas avoir d'inondation. Donc, ça c'est un coefficient pour savoir s'il y a beaucoup d'eau qui pénètre dans le sol ou pas. Donc ici, on a aussi un exemple. Donc, il y a presque 22 000 mètres carrés de sol bétonné, on va dire, sur 24 000 mètres carrés de sol de terrain net, ce qui nous fait un coefficient de 0,91. Ensuite, donc ça, c'était pour les zones superposées avec les nouveaux quartiers, des PAP des nouveaux quartiers. On a aussi dans les zones superposées les secteurs protégés par patrimoine construit ou naturel. On a les zones d'aménagement différé et on a aussi les zones de servitude d'urbanisation. Ce qui, ici, on peut voir un exemple, c'est pour définir un maillage. Par exemple, ici, on doit avoir minimum 50% d'espace vert. Ici, on peut pas toucher. C'est un biotope à sauvegarder. C'est pour avoir une indication sur les zones d'urbanisation. Et pour finir, on a le 3e type de zone. Donc, les zones ici, tout cela, avec la légende, c'est les zones d'inondation, occupation du sol, immeubles classés monument national. Donc, normalement, là aussi, on peut pas construire parce que dans les zones d'inondation, c'est à éviter, où il faut avoir des bonnes fondations et trouver des solutions. Et les immeubles classés, on peut pas toucher non plus. Donc, la procédure pour modifier un PAG, donc les PAG, on ne peut que les modifier parce que normalement, ils sont déjà tous écrits et dessinés. Donc, il faut écrire par courrier au bourgmestre et ses échevins à la commune. Donc, cela passe par la commune. Ensuite, c'est envoyé au ministère de l'Intérieur et de l'Environnement. Et ensuite, c'est de nouveau envoyé au conseil communal. Ensuite, de nouveau au ministère de l'Intérieur, commission d'aménagement, conseil communal et au public. Et ensuite, pour finir, c'est le ministère qui va approuver ou non le nouveau PAG que vous voulez faire. Donc tout ça, ça a une durée assez longue de 10 mois.
Et oui. Donc, il y a 3 générations de PAG. Le premier est de 1937. Le PAG-là fait attention aux affectations et aux prescriptions dimensionnelles. Donc, la qualité de vie de l'habitant n'est pas vraiment prise en compte parce qu'il regarde vraiment que les reculs, les distances, il regarde le visuel du PAG et du quartier, du coup. Ensuite, il y a eu un autre PAG en 2004. Là, on commence à faire attention aux coefficients. Donc, il y a 2 premiers coefficients, le COS et le coefficient maximal d'utilisation du sol. Et on regarde aussi les fonctions. Donc, on commence à regarder les zones mixtes ou les zones pas mixtes. Et en 2011, il y a le dernier PAG qui a été introduit. Donc ici, on regarde l'utilisation du sol, comme en 2004, mais il y a 2 nouveaux coefficients. Donc il y a les 4 coefficients que je vous ai expliqués, et il y a le degré d'utilisation du sol entre quartiers existants. Et ici, on a une carte du Luxembourg, parce que depuis novembre 2019, l'État, ils ont demandé à toutes les communes de mettre leur PAG à jour, avec celui-là de 2011. Donc ici, on peut voir les communes en rouge qui ont encore les PAG de 1937 et les PAG en vert foncé sont les PAG de 2011 et tout le reste sont des PAG de 2004. Et oui. Non, le bleu, c'est un PAG de 2004 et le vert clair sont aussi des PAG de 2011. Donc ici, ils avaient une date limite, donc novembre 2019, et cette carte est de 2020. Donc on peut voir que les communes en rouge n'ont pas encore changé leur PAG en 2011. Donc ensuite, on a le plan d'aménagement particulier. Donc ça, c'est un zoom sur le PAG et on ne peut pas travailler un PAP sans un PAG. Donc aussi ici, on a une partie écrite et une partie graphique du PAP et ils se complètent aussi réciproquement. Donc comme je vous ai déjà expliqué, il y a 2 formes de PAP. Donc on a le PAP quartier existant qui n'est pas superposé avec cette zone superposée. Et il y a le PAP des nouveaux quartiers qui est avec cette zone superposée où on peut reconnaître sur un PAG. Et oui, les quartiers existants sont entièrement viabilisés, donc on peut vraiment tout de suite prendre son terrain et construire. Et les quartiers, les PAP des nouveaux quartiers, ils doivent être encore viabilisés. Donc, le PAP des quartiers existants, je vous l'ai dit, on ne peut pas construire ce qu'on veut dans un quartier existant. Il faut respecter les règles du quartier, donc du PAG et du PAP. Donc, il faut faire attention à l'implantation, au gabarit, au type de disposition de construction et le nombre d'emplacements de stationnement. Oui, donc le PAP ici est établi parallèlement avec le PAG. Et c'est fait par un bureau d'études, soit par un architecte. Les avantages d'un PAP quartier existant, c'est que vu que le quartier il est déjà viabilisé, on va tout de suite demander l'autorisation de construire. Ce qui n'est pas le cas pour le PAP nouveau quartier parce qu'il faut déjà faire le quartier, donc il y aura des travaux de viabilisation et ensuite on pourra demander l'autorisation de construire. Donc il y aura beaucoup plus de temps à faire un PAP nouveau quartier, à demander une autorisation dans un quartier PAP nouveau quartier que dans un quartier existant. Donc, dans un PAP quartier existant, on retrouve donc le recul, ici, combien il faut avoir un minimum de recul dans le quartier, le type et implantation des constructions hors sol, le nombre de niveaux, donc si
dans un quartier unifamilial, il n'y a que des maisons R+2, on ne va pas construire un bâtiment de R+10. Les hauteurs de construction les hauteurs de construction pour la corniche, donc ici les hauteurs de construction du toit, le nombre d'unités de logement, donc aussi si c'est que des maisons unifamiliales, normalement on ne pourra que construire des maisons unifamiliales et pas des maisons plurifamiliales. Et les emplacements de stationnement, parce que maintenant il faut pour chaque maison des emplacements de stationnement au Luxembourg. Et pour le plan d'aménagement particulier nouveau quartier, celui-là, il y a aussi une partie écrite et graphique. Donc, le nouveau quartier, il est fait avec les coefficients que je vous ai expliqués tout à l'heure. Et il faudra faire un plan directeur. Et ensuite, par la suite, il y aura juste la procédure d'adaptation pour une autorisation de construire. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est public, donc tout ce qui est de la commune d'abord, les espaces verts, les voiries de circulation, les emplacements de stationnement, évacuation des eaux pluviales et le modelage du terrain. Donc tout ce qui est pour la commune ici est mis en évidence. Ensuite, on va aussi trouver une partie privée, donc les terrains privés avec le gabarit aussi ici, le nombre d'unités de logement. Comme le quartier existant, on va trouver les mêmes informations pour les nouveaux quartiers. Donc voici une légende du PAP du nouveau quartier. Et il faut savoir que toutes les légendes au Luxembourg sont les mêmes. C'est pour faciliter les lectures des PAP et PAG également. Ici, on a un exemple d'une partie graphique d'un PAP nouveau quartier. Donc, tout ce qui est en gris sont les zones publiques donc, de la commune, et tout ce qui est en blanc sont les zones privées, donc sur la parcelle privée. Et ensuite, dans le PAP, on aura toujours les coefficients, les 4 coefficients dont je vous ai parlé pour connaître les informations du quartier. Ici, on a un exemple. Attendez, je vais juste retrouver. Là. Par exemple, on a cette fiche. On a cette fiche. Je vais prendre un quartier là. Carmel. On a cette fiche et ici, on a toujours les coefficients de densité. Donc, on a des tranches dans lesquelles on doit se situer pour être bien dans un quartier. Par exemple, le DL est toujours bien pour avoir un DL de 50, ce qui veut dire qu'il y a juste ce qu'il faut de logement. Donc, si on était à 10, il n'y aurait pas assez de logements. Et si on était à 100, il y aurait trop de logements pour le quartier. Donc ici, on a toujours ces catégories de coefficients où bien se situer pour un bon équilibre dans un quartier. Et ici, on peut voir. Après, par la suite, je peux vous envoyer aussi ça, ce que ça veut dire être dans une bonne tranche pour le quartier. Par exemple, 10, je vous ai dit, c'est trop. Et ici, pour la zone d'habitation, non, déjà 60, c'est trop pour cette zone d'habitation 1 et 2. Donc voilà. Et ici, c'est la procédure d'adaptation pour un PAP. Donc pareil, ça dure aussi 10 mois et ça passe aussi par exemple, par contre, un PAP nouveau quartier peut être fait par soit le propriétaire ou un promoteur. Il ne doit pas que être fait par la commune. Un PAP quartier existant, il peut que être fait par la commune. Mais les nouveaux quartiers peuvent être faits par le propriétaire ou un promoteur. Donc, il faut quand même passer par l'administration. Donc, on a l'homme de l'art, l'architecte, par exemple, ou un urbaniste.
Ensuite, ça doit quand même passer par la commune, donc le bourgmestre et les échevins. Ensuite, on a une cellule d'évaluation et on a le conseil communal. Et ensuite, ça passe de nouveau, comme pour le PAG, à la fin, ministère de l'Intérieur pour approuver ou non le PAP ici de nouveau quartier. Donc maintenant, on va passer sur le géoportal. Donc ici, on a un outil de l'État luxembourgeois qui permet de trouver les PAG assez rapidement. Donc vous allez sur carte, donc PAG, et ici on peut voir le Luxembourg. Mais on peut aussi voir que pas toutes les communes n'ont introduit leur PAG au géoportail. Donc ici dans couche, vous avez comme des layers et vous pouvez commencer à ajouter des couches à cette carte pour faciliter la lecture. Donc ici, je vais déjà mettre les frontières. Donc ici, on a tout le territoire luxembourgeois. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de communes qui n'ont pas encore introduit leur PAG sur le site. Après, on a les noms des communes. Et par exemple, si je veux maintenant trouver le PAG par exemple, de Wormeldange, ben, il n'y a pas. Il faudra aller sur le site même de la commune de Wormeldange parce que tous les PAG et PAP sont sur le site officiel de la commune sous la rubrique urbanisme. Donc ici, maintenant, si je veux, par exemple, trouver la maison de mes parents qui habitent à Zanem, on peut voir que Zanem a introduit leur PAG sur le site. On peut voir ici que ça commence à prendre forme sous la légende. Ici, on peut retrouver la légende que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pour faciliter la recherche, si vous ne savez pas exactement où c'est maintenant, vous pouvez taper l'adresse. Donc, 96 rue de la Gare. Donc ici, on peut voir la maison de mes parents. On peut voir la zone, quel type de zone c'est. Donc, c'est une zone d'habitation 1. Donc, ce ne sont que des maisons unifamiliales. Et on peut voir qu'est-ce qu'il y a un peu autour. Il faut juste attendre que ça charge. Donc, ici, il y a la zone 1, d'habitation 1. Et on peut voir que tout autour, il y a des espaces verts, donc des espaces protégés où on ne pourra pas, pour l'instant, urbaniser. Donc, voilà. Pour le PAP, il se trouve toujours sur le site de la commune. Maintenant, j'ai pris la commune de Zanem aussi pour trouver la parcelle de mes parents. Par exemple, la commune de Zanem, on va sur... j'avais trouvé tout à l'heure la publication PAG. Et ici, on a donc tous les PAG et PAP de la commune de Zanem. Ici, on peut voir, par exemple, PAG général. Ah non, je suis partie écrite, je suis dans la partie écrite, oui. Partie plan d'ensemble, partie graphique. Donc ici, c'est ce qu'on a trouvé sur le site Géoportal. Ici, on peut voir aussi en zoomant. Les documents sont assez gros, donc ça prend un peu de temps à charger correctement. Ici, rue de la Gare. Ici, donc la zone jaune d'habitation 1, ce qui est bien comme sur le site Géoportal, et la zone verte tout autour. On peut voir ici aussi les coefficients dont je vous ai parlé et les tranches pour bien respecter la qualité d'habitation des habitants. Donc sur chaque commune, vous allez trouver le PAP et le PAG et le PAP. Donc le PAG partie graphique et le PAG partie écrite. Donc ici aussi, vous pouvez feuilleter. Vous allez toujours regarder dans le sommaire qu'est-ce qui vous intéresse. Zone d'habitation 1, c'est tout de suite au début. Et ici est marqué tout ce qu'il faut respecter
dans cette zone d'habitation 1 pour la commune de Zanem. Et par exemple, pour le PAP, ici PAP, un quartier existant, donc de Solœuvre, partie graphique de Bellevaux. Donc ici, on a ce que je vous ai dit avec, voilà, avec, maintenant je ne vais pas trouver rue de la Gare, mais vous voyez avec la légende ce que vous voulez chercher. Ici, les zones d'habitation 1 aussi et 2, les zones mixtes, etc. Et ici, vous avez des indices, et ça, vous pouvez aller voir dans la partie écrite ce que ça veut dire. Par exemple, on prend partie écrite. Donc, on a le PAP des quartiers existants de la partie écrite. Et ici, en regardant le sommaire, qu'est-ce qui nous intéresse? Zone habitation 1, c'est de nouveau au début. Et ici, on peut voir tout ce qui nous intéresse et les auteurs et les reculs qu'il faut avoir par rapport au quartier. Donc, tout est bien expliqué dans la partie écrite du PAP aussi. Donc, voilà. Ici aussi, dans le géoportal, vous pouvez après jouer avec les couches. Vous pouvez toujours un peu explorer le site avec les communes, les adresses, ça c'est déjà mis. Le PAP, ça c'est aussi déjà mis. Mais bon, voilà. Donc là, pour le moment, je vais vous dire de chercher le PAG, le PAP de votre maison, donc où vous habitez, et de montrer par la suite si vous avez trouvé. Et si vous ne le trouvez pas dans le portail, vous devez aller sur le site de votre commune le chercher. Donc, je vais retourner. Donc, voilà. Donc, c'est un petit exercice pour trouver le PAG et le PAP de chez vous.